Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Alors pour nous, c'est la première fois qu'on participe à cette journée nationale des équipes mobiles psychiatrie précarité. Donc je me présente, Alban Andrieux, je suis coordinatrice régionale des permanences d'accès aux soins de santé et des équipes mobiles psychiatrie précarité sur la région Occitanie, à l'hôpital de Béziers, puisque la mission est portée par l'hôpital de Béziers. Et plus en charge de l'animation de ces équipes sur la partie ex-Languedoc-Roussillon, puisque notre région, vous le constaterez, a été assemblée avec deux anciennes régions. Et juste pour me présenter brièvement, pour savoir qui vous parle, je suis sociologue de formation, donc je ne suis pas soignante, donc je n'aurai pas le même regard que vous. Et j'ai je dirais une expérience professionnelle de coordination en réseau ville-hôpital dans un CHU à Montpellier. Alors, du coup, je me présente à mon tour. Je suis Stéphanie Caramello. Je travaille donc avec Madame Andrieux sur la coordination régionale des PASS EMPP en Occitanie. Et donc, je suis référente davantage des PASS Occitanie-Ouest, donc ex-Midi-Pyrénées. Voilà, ma formation, psychologue clinicienne, mais je n'interviens pas dans une EMPP. Voilà, c'est important de le préciser. Et la coordination régionale des PASS a été mise en place tout début 2015. Voilà, donc on a un recul depuis quelques années maintenant, dont on va essayer de vous faire bénéficier aussi et faire bénéficier les EMPP. Alors, tout d'abord, on va juste reprendre quelques éléments concernant notre région pour que vous compreniez aussi le contexte dans lequel sont implantées les équipes mobiles de notre territoire, puisque nous sommes sur un territoire donc, composé de 13 départements, donc quand même une grande région, très jolie par ailleurs. Avec quand même un habitant sur 6 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc sur la carte, brièvement, vous voyez en rouge les poches les plus importantes où on peut trouver des personnes en situation de précarité. Donc ce qui fait à peu près 900 000 personnes sur notre territoire qui sont concernées par des phénomènes d'exclusion et des situations de précarité, avec aussi, comme vous le voyez sur la carte, une grande disparité entre les départements, avec surtout le bord de mer qui est très marqué par la pauvreté. Et puis avec des départements aussi qui, au niveau national, ont des records qui ne sont pas très intéressants, puisqu'on a l'Aude qui est un département qui est placé au niveau du 2e rang, donc le plus pauvre de France. Les Pyrénées-Orientales, le 3e. Alors, je ne sais pas si vous les situez exactement sur la carte, mais c'est plutôt au bord de mer. Le Gard, le 5e, et l'Hérault, le 9e. Donc, une région qui est aussi marquée par des taux de pauvreté qui concernent les moins de 30 ans, puisque c'est le 3e le plus élevé de la métropole au niveau des moins de 30 ans pour les taux de pauvreté, et aussi pour celui des plus de 75 ans. Tout à l'heure, on parlait des personnes âgées isolées. Effectivement, les personnes âgées en Occitanie qui sont en situation de précarité sont nombreuses et sont très prises en compte aussi dans notre région. Alors, une cartographie pour expliquer aussi comment sont implantés les EMPP à travers aussi les autres dispositifs spécialisés qui sont financés principalement par l'Agence régionale de santé Occitanie. Donc, comme vous voyez, les EMPP sont représentés en carré rouge, pour que vous les citiez bien. Et il y a 2 carrés orange qui correspondent en fait à des départements pour lesquels il n'y a pas encore de MPP créés, mais pour lesquels c'est en réflexion. Donc à peu près une EMPP par département, avec pas forcément des vocations départementales. Juste vous dire que
la cartographie elle a été réalisée aussi dans le cadre d'un état des lieux qui a été impulsé en 2017-2018 par l'ARS, qu'a missionné en fait l'IFERIS, qui est un institut fédératif d'études et de recherche interdisciplinaire, santé-société. Je ne le redirai pas 2 fois, je vous préviens. Avec une enquête par questionnaire auprès des équipes et une enquête par entretien auprès de 7 équipes seulement. C'était avant Pyramide. Donc cet état des lieux en fait a été impulsé par l'ARS dans l'idée d'avoir une meilleure visibilité de comment fonctionnaient les EMPP et puis de voir comment on pouvait aussi appuyer ces dispositifs qui pour le moment étaient un peu laissés pour compte, on va dire ça comme ça, hein. L'ARS n'est pas présente donc je peux en profiter, étaient un peu laissés pour compte avec des équipes pour lesquelles on entendait parfois certaines équipes à travers les professionnels des PASS psy notamment, des équipes qui pouvaient faire remonter certaines difficultés, mais pour lesquelles il n'y avait pas forcément de réponse. Donc c'est à partir vraiment de 2017-2018 que l'état des lieux a pu se faire auprès des équipes, et ça a été une première, on va dire, étape, en tout cas dans la démarche de la coordination régionale des EMPP. Ce qu'il en ressort, c'est un état des lieux pour lequel après on a pu dégager des pistes de travail qui ont été présentées, discutées, parfois adaptées avec les équipes mobiles psychiatriques et carité de la région Occitanie à travers une journée régionale. Puisque l'idée était de présenter finalement cet état des lieux pour voir si concrètement ça répondait bien aussi à la réalité et puis aux attentes des professionnels. Ce qui fait que là, quand on va vous présenter l'état des lieux, à chaque fois on vous mettra l'axe prioritaire qui en est ressorti. Donc comme je vous le disais, au niveau de la localisation en tout cas et de la couverture territoriale des EMPP, on a 6 EMPP sur 14, puisqu'on a en tout 14 EMPP sur notre région. On a 6 EMPP qui ont une couverture départementale et on en a 7 qui ne dépassent pas l'échelle de l'agglomération ou de la ville. On a aussi 2 départements qui n'ont pas de EMPP, comme je vous le disais. Donc c'est vrai que ça pose beaucoup de questions en termes d'équité d'accès aux soins psychiques. Et on a 3 départements sur les 14 qui ont 2 EMPP, avec pas forcément une entente sur les zones blanches ou les zones à couvrir, mais plutôt les opportunités contextuelles font qu'elles se sont implantées sur un secteur, mais il n'y a pas eu forcément une réflexion en amont au niveau de l'échelle du département pour pouvoir couvrir l'ensemble du département avec ses équipes. Donc l'enjeu, ce sera en tout cas pour les années futures, puisque vous verrez par la suite que les EMPP sont des dispositifs clés repérés dans le PRAPS, le Programme régional d'accès aux soins et à la prévention de l'ARS Occitanie. Donc avec cet axe prioritaire de pouvoir favoriser une couverture qui soit la plus optimale par rapport aux besoins qui sont recensés à l'échelle des départements, avec des enjeux différents par département, puisque voilà, quand on a un département pour lequel il n'y a pas de MPP, on sera sur un enjeu de création, alors que quand on est sur un département où il y a 2 EMPP, on sera plus sur un enjeu de comment on s'articule pour faire en sorte que toutes les zones puissent, en tout cas tout le département puisse bénéficier concrètement de l'ensemble de ce dispositif. Alors, avec la particularité aussi, c'est qu'on a, du coup, sur les 14 EMPP et sur l'ensemble de la région, on a 75% des EMPP qui interviennent sur un territoire urbain, 31% semi-urbain et 28% rural. Concernant l'Occitanie, on a plusieurs départements qui sont très ruraux, donc avec des modalités d'intervention qui ne seront pas forcément les mêmes qu'une EMPP qui sera implantée dans une grosse agglomération, puisqu'on a 2 grosses agglomérations qui sont Montpellier et Toulouse. Alors, concernant les publics accueillis à partir de cet état des lieux, donc ce ne sont pas les chiffres de Pyramide, ça ce sont les chiffres déclarés par les équipes à partir de l'état des lieux qui avait été réalisé en 2017.
Nous, on était sur, en moyenne, donc 292 personnes. Alors, ce qui est important de prendre en compte, c'est effectivement plus la médiane, qui est de 198, sachant qu'on a des grandes disparités entre les EMPP, puisqu'on peut avoir des EMPP avec 30 patients accueillis dans l'année et des EMPP avec 800 ou 900 patients accueillis dans l'année. Bon, pas trop de surprises par rapport à la tendance homme-femme. En tout cas, sur notre territoire, j'ai vu par rapport aux moyennes nationales en 2018, on est aussi plus sur une proportion importante d'hommes que de femmes. Et puis, on vous a mis tout simplement pour information le type de pathologie de souffrance les plus fréquemment rencontrées. Nous, ce qui avait été proposé, c'était les troubles psychotiques. Alors, au niveau de la priorité en fait, qui est ressortie de cet état des lieux, c'est la nécessité de partager avec les équipes le public accueilli en EMPP. Quels sont les critères d'éligibilité au dispositif EMPP? Je crois que ça sera peut-être un thème qui sera repris lors de notre prochaine journée régionale, puisqu'on se rend bien compte qu'en fonction aussi des territoires d'intervention, on a une précarité qui peut parfois être différente. La précarité en milieu rural est vraiment très différente qu'en milieu urbain. Et pour autant, il y a une vraie précarité aussi. Et donc, on aura ce travail de préciser ensemble avec les équipes les publics qui sont accueillis, qui sont prioritaires, on va dire, dans les équipes mobiles. Donc pour poursuivre effectivement sur la question les résultats de l'état des lieux qui a été mené auprès des EMPP Occitanie, donc ce qui a été investigué, c'est aussi les lieux d'intervention qui se sont révélés hétérogènes. Donc en premier, comme on peut le voir, les EMPP effectivement dans la région interviennent majoritairement au sein de foyers, de centres d'hébergement d'urgence, suivis par les maisons relais, les pensions de famille, auprès de professionnels. Donc là, c'est effectivement des lieux d'intervention hétérogènes, mais là, mission auprès des publics et mission auprès des professionnels. Donc ensuite, au niveau des EMPP Occitanie, elles interviennent auprès des professionnels des conseils départementaux, mais aussi CADA, accueil de jour et le domicile. Voilà. Donc on a effectivement 11 équipes sur 14 en Occitanie qui déclarent faire des permanences dans des lieux dédiés et 3 qui ne réalisent pas de permanence à l'extérieur. Aujourd'hui, par rapport aux chiffres qui ont été remplis lors de l'état des lieux, effectivement, on a une variabilité importante du nombre de lieux de permanence pour une EMPP qui peut aller de une permanence jusqu'à une EMPP qui fait jusqu'à 19 permanences, qui inscrit ses pratiques au sein de 19 permanences, donc à l'extérieur. Et puis, il y a 8 équipes sur 13 qui déclarent faire des visites à domicile. Donc, on est à plus de la moitié, du coup. Au niveau des axes prioritaires que nous, en tant que coordination, nous allons accompagner auprès des EMPP, c'est le fait d'appuyer, de prioriser, formaliser des conventions menées auprès dans leurs actions menées auprès des publics cibles. Voilà. Les modalités d'intervention également ont été investiguées dans le cadre de cet état des lieux. Donc on peut voir effectivement que la plus importante, on va dire, modalité d'intervention pour les EMPP Occitanie, c'est dans le cadre de l'étude de situation avec les partenaires, donc des missions auprès des professionnels. S'ensuit par une mission auprès des publics, qui est les entretiens et les suivis individuels des publics. Et puis on va retrouver ensuite 2 items qui peuvent être rapprochés dans le soutien et le conseil aux intervenants des premières lignes, des professionnels de première ligne, et aussi dans l'échange de pratiques avec les partenaires. Voilà. Donc sur un versant, groupe d'analyse de pratiques et supervision. Et puis aussi la participation à des instances de coordination font partie de missions importantes
dans leur emploi du temps des EMPP Occitanie. Donc là, pareil, toujours l'axe prioritaire pour les EMPP avec l'appui coordination, c'est le fait d'articuler les actions en direction des pros, que ce soit dans le champ de la formation, de la sensibilisation, qu'ils peuvent mettre en œuvre, des examens de situation clinique. Et puis toujours pareil, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, complémentaire avec l'existant. C'est-à-dire, aujourd'hui, il existe effectivement sur le territoire des cellules de cas complexes qui peuvent être portées par exemple par les CCAS, entre autres, ou les CLSM, par exemple. Voilà. Le fait d'intriquer finalement les missions des EMPP aussi avec l'existant, ce qui est déjà beaucoup fait, hein, on est d'accord. Donc ça permettra aussi de mettre en lumière les activités des EMPP et de les valoriser. Un autre axe qui avait été investigué, du coup, c'est le repérage des EMPP par les partenaires, c'est-à-dire comment les partenaires du territoire repèrent les EMPP Occitanie. Donc, selon les EMPP, les partenaires en interne au sein du centre hospitalier, là, effectivement, les EMPP sont plutôt divisés, c'est-à-dire que pour certaines, elles ont le sentiment de ne pas être suffisamment repérées en interne, et pour l'autre moitié, selon elles sont plutôt bien repérées par les autres services du centre hospitalier. Donc là, effectivement, on investiguera un petit peu. Juste pour les passes, le sentiment qu'on les passe, c'est de ne pas être suffisamment repéré en interne. Voilà. On verra si c'est quelque chose qui se vérifie totalement, du coup. Et par contre, le repérage de l'équipe EMPP par les partenaires externes, là, la réponse est franche. Ils ont le sentiment d'être très bien repérés en externe. Donc, l'axe prioritaire qui a été validé par les EMPP, on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ensemble de cet état des lieux a été soumis aux EMPP qui, eux, ont pu discuter l'ensemble des actions proposées. Donc, c'est fait avec les équipes. Donc, réalisation d'un comité de pilotage pour être mieux repéré, toujours pour formaliser, en fait, le repérage, les collaborations, etc. Donc, comité de pilotage qui inclut les services en interne au CH, mais aussi les partenaires externes. Et puis, on aura aussi un travail de soutien à la mise en place d'équipes dédiées pour les EMPP, un peu comme pour les PASS. Au niveau de l'adressage des publics par les partenaires vers les EMPP, donc là, les EMPP ont pu nous dire que les principales structures qui leur adresse du public, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure, c'est les structures qui sont caractérisées par l'accueil d'urgence, les centres d'hébergement dans le champ de l'urgence, et CCAS également, les CADA aussi, et le SAMU social Croix-Rouge et les conseils départementaux. Alors, il y a eu un item qui a été investigué qui est plutôt intéressant sur le motif de non prise en charge par les professionnels des EMPP, c'est-à-dire quand ils ne peuvent pas prendre en charge, quand ils ne prennent pas en charge la personne qui leur est orientée. Donc la grande majorité dit que c'est parce que l'orientation n'est pas adaptée à leur mission, ce qui interroge aussi la connaissance du service en interne et de la structure en externe, une bonne connaissance du public cible et des missions de l'EMPP. Donc là, on voit avec la petite astérisque, du coup, que donc spécifiquement dans ces missions non adaptées, c'est mise à l'abri des personnes qui ne nécessitent pas ou qui refusent des soins psy. Ils ne l'accompagnent pas, cette personne, parce que la personne est déjà suivie, ou pour les EMPP, que cette personne est hors secteur, donc du coup, elle ne va pas mettre en place l'accompagnement. Il y a d'autres orientations d'accompagnement plus adaptées que le MPP. Aussi, c'est une personne qui est, selon elle, non précaire, et aussi que c'est une personne précaire sans pathologie psychiatrique. Voilà, ça c'est les motifs qui ont été avancés du coup qualitativement par les EMPP en termes de non-possibilité d'accompagnement. Et puis l'axe prioritaire du coup qu'ils ont décidé de mettre au travail, c'est le fait de formaliser le travail avec les partenaires, toujours pareil, les conventions, pour préciser davantage le rôle finalement et les missions de l'EMPP, et pour éviter, pour lutter contre les adressages, les demandes inappropriées.
Et puis la formalisation de protocoles, ça va avec de repérage et d'orientation. Donc, pourquoi mettre en place cette coordination régionale des EMPP? Donc, ça a été un double enjeu, un enjeu régional et national. C'est une action qui est inscrite du coup dans le cadre du PRAPS. C'est la priorité numéro 3 avec un axe sur donc, contribuer à une meilleure prise en compte de la santé mentale des personnes en situation de précarité. Les EMPP n'étaient pas repérées telles quelles dans l'ancien PRAPS. Elles avaient un rôle identifié évidemment pour les patients les plus démunis, mais elles n'avaient pas un axe qui était complètement dédié, avec une action très bien ciblée autour donc de la mise en place de la coordination des EMPP pour favoriser donc l'harmonisation des pratiques. Et puis aussi le partage d'expériences, d'expertise, mettre en place des outils en commun et pouvoir favoriser la mise en place aussi de journées régionales. L'idée aussi était de pouvoir clarifier les liens avec les passes psychiatriques, puisque sur notre territoire, nous avons 5 passes psychiatriques avec des fonctionnements et des liens avec les EMPP qui sont très différents. Ça a été aussi ce constat qui a amené aussi à s'intéresser davantage aux EMPP. Et puis, au niveau national, est venu donc conforter un peu cette dynamique régionale, puisqu'il y a eu une enquête qui a été diligentée auprès des ARS par la DGOS pendant l'été 2018, pour lesquelles nous avions été sollicités pour la partie PASS, et une enquête qui avait révélé 3 enjeux importants. D'une part, le besoin de créer de nouvelles équipes, ce qui était aussi le cas sur notre région, puisque nous avons 2 départements sans équipe mobile. De renforcer aussi certaines équipes existantes. L'absence de coordination des EPMP comme une difficulté à lever, et puis le besoin de couvrir intégralement certains territoires encore partiellement couverts. Donc c'est vrai que ces deux enjeux ont amené à pouvoir favoriser la mise en place de cette coordination, sachant que ce qui a été vraiment important dans le cadre du PRAP, ça a été les groupes de travail, où les EMPP ont aussi été sollicités, et où les EMPP, les équipes, on peut dire les besoins dont ils avaient, les besoins existants. Et l'inscription dans le PRAPS peut nous aider à formaliser ces besoins, et on espère en moyens derrière aussi, quoi. Voilà, c'était un peu l'idée. Donc effectivement, une mission d'appui des EMPP portée par une coordination régionale PASS. Pourquoi ce portage, effectivement, dans notre région? Donc PASS EMPP liés par des objectifs communs, donc garantir l'accès et la continuité des soins avec les démarches aller vers dont on a beaucoup parlé jusqu'ici, réduire les inégalités de santé, l'appui aux professionnels du droit commun aussi. Et puis, ce qu'on a vu depuis un certain nombre d'années, c'est une modification, une évolution de la nature des publics qui sont le public des PASS et des EMPP, c'est-à-dire avec les nouvelles formes de précarité, la pauvreté invisible, et puis les personnes migrantes. Donc effectivement, ça a été une question aussi d'opportunité, du coup, avec des méthodes de travail qu'on a pu mettre en place déjà dans le cadre de la coordination régionale des PASS, et qui va venir se baser, se fonder, et qui va venir favoriser aussi une articulation des 2 dispositifs PASS EMPP avec du coup une approche globale de la santé. Tout ceci est existant, bien sûr. Donc au niveau des objectifs attendus pour la coordination régionale, puisqu'on en a aussi, du coup, donc assurer un rôle d'appui auprès des différentes EMPP dans la région, par la mise en place d'outils partagés, des bonnes pratiques également, en termes d'organisation et de structuration. Toujours pareil avec
à la demande également des EMPP, en fonction de l'identification des besoins que eux, évidemment, voient, perçoivent. Le fait d'améliorer la coordination entre les EMPP entre elles, déjà, et puis entre PASS et EMPP, avec ce double objectif, favoriser, faire émerger la culture commune qui existe de fait, et puis soutenir les pratiques professionnelles des EMPP, et puis aussi accompagner l'ARS, du coup. Alors, très concrètement, les missions de la coordination régionale des EMPP, c'est développer une dynamique territoriale par le soutien des pratiques professionnelles des EMPP, donc un rapport d'activité annuel, mais là, on ne part pas de rien, comme c'était le cas pour la coordination régionale des PASS, à l'époque, où on avait mis en place un rapport d'activité régional. Donc là, effectivement, il y a pyramide à partir de maintenant. Donc nous, ce sera aussi le travail d'accompagnement des équipes à mettre en place des outils de traçabilité avec les systèmes d'information, etc. Une journée régionale des EMPP, comme il existe une journée régionale des PASS. Un SharePoint, c'est-à-dire une plateforme de partage de documents où on envoie, enfin, où on leur dit qu'on dépose des documents et eux vont les chercher. Ça va de la réglementation à des aspects plus cliniques. Du coup, c'est variable. Et puis, il y aura constitution d'un annuaire régional des EMPP. La deuxième grande mission, c'est l'appui à la structuration et à l'organisation des EMPP pour un meilleur accès à la prévention, dépistage et soins. Donc, comme le disait ma collègue, effectivement, c'est l'articulation EMPP PASS Psy dans un même établissement ou dans 2 établissements différents. Donc, la formalisation des partenariats internes-externes, la mise en place d'équipes dédiées, continuer à accompagner les projets, ou en tout cas être un soutien, un support de l'écriture et de l'élaboration des projets pour les EMPP, comme nous le faisons pour les PASS, la mise en place de copiles, etc. Et puis l'appui à l'ARS, toujours, la délégation départementale ARS, avec qui on travaille bien sûr de concert, toujours.